Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 14 octobre. L'entité sioniste viole l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza 5 jours après son entrée en vigueur, conformément au plan de paix de Donald Trump. Au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés par des tirs des forces de l'entité sioniste dans les villes de Gaza et Khan Younes. L'Algérie appelle au nom du groupe A3+, au Conseil de sécurité à la fin des ingérences étrangères en Libye et au parachèvement du processus électoral afin d'instaurer la paix et la stabilité. À Madagascar, l'Assemblée nationale vote la destitution du président Andry Rajoelina. Ce dernier se dit prêt à dialoguer avec l'opposition mais refuse de quitter son poste. Bonsoir à tous. L'entité sioniste a violé l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza 5 jours après son entrée en vigueur, conformément au plan de paix de Donald Trump, censé mettre fin à 2 ans de guerre génocidaire. Au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés par des tirs des forces de l'entité sioniste dans les villes de Gaza et Khan Younes. Le point avec Maria Scheuer. De nouveaux assassinats à Gaza, alors que débutait une trêve dans l'enclave, une ville meurtrie qui semblait entrevoir un semblant d'espoir après 2 années de génocide. Après quelques jours d'un semblant de calme, les balles sionistes ont rompu cette frêle trêve. Le nombre de martyrs s'allonge et la peur qui n'a pas quitté les esprits des Gazaouis refait surface. Des Palestiniens dévastés qui n'y croient plus. Nous avons perdu toute crédibilité car ils nous ont fait de nombreuses promesses par le passé, mais jamais tenues. Les habitants de Gaza sont dévastés. Nous devons marcher 8 ou 9 kilomètres pour vérifier l'état de nos tentes dans la zone est et non de nos maisons. Une énième violation d'un cessez-le-feu. L'entité sioniste est coutumière de ce genre de comportement indigne et indécent qui bafoue d'un revers tous les droits fondamentaux des droits de l'homme, et cela face au silence assourdissant de la communauté internationale. Tandis que les peuples du monde expriment leur colère face au massacre en cours à Gaza, alors que les familles attendent toujours de récupérer les dépouilles de leurs enfants pour les inhumer dans la dignité, cette violation du cessez-le-feu vient une nouvelle fois les replonger dans l'horreur. On m'a dit que la Croix-Rouge avait remis des corps. Je suis venu ici pour voir si mon fils s'y trouvait. Pour l'instant, je ne sais pas, j'attends ici. J'espère qu'il y est pour que mon cœur soit soulagé. Malgré les négociations, les tractations et les accords, le génocidaire Netanyahou poursuit son plan machiavélique et morbide à Gaza, tuer des innocents pour se maintenir au pouvoir. À Gaza, une chose est sûre, aucune garantie de paix durable ne tienne. 5 jours à peine écoulés depuis son instauration. Le cessez-le-feu est déjà marqué par la peur, déjà entaché de sang. Des communes, à l'instar de celle de Gaza, ont déjà entamé les opérations de déblaiement, un chantier pharaonique étant donné les quantités de débris engendrés par 735 jours de bombardement intense. Les engins essayent dans un premier temps de rendre les routes praticables. Dès le début du cessez-le-feu, Gaza a immédiatement commencé à agir pour ouvrir les routes et les rues de la ville. C'était très important pour permettre aux gens de revenir du sud vers le nord et de rejoindre leurs maisons. Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Nous demandons d'ouvrir les frontières de la bande de Gaza pour permettre à toutes les marchandises d'entrer dans l'enclave sans restriction. Nous avons besoin de pièces de rechange de toutes sortes, pour les générateurs électriques, pour les puits d'eau, les pompes pour les véhicules. Et nous avons besoin de machinerie lourde pour aider à rebâtir Gaza. Nous avons également besoin de matériaux de construction, en particulier du ciment. Nous avons besoin d'au moins 1000 tonnes de ciment dans l'immédiat pour réparer les puits d'eau, les réseaux d'eau potable et l'évacuation des eaux usées. Nous avons aussi besoin de toutes sortes de biens et d'équipements pour soutenir le travail de reconstruction.
Nos capacités sont très limitées. Plus de 85% de la machinerie lourde et moyenne de la commune a été détruite. Aujourd'hui, nous utilisons les ressources internes de la ville. Nous comptons sur le secteur privé. Nous coopérons également avec les institutions internationales et les différentes parties afin de pouvoir ouvrir les rues principales et les rues fermées de la ville de Gaza. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 44 martyrs ainsi que 29 blessés avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide de l'entité sioniste s'est alourdi à 67 913 martyrs et 170 134 blessés. Or, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Un certain nombre de victimes se trouvent encore sous les décombres et dans les rues, les ambulances et les équipes de la protection civile n'ayant pas pu les atteindre pour le moment. L'Organisation mondiale de la santé a alerté ce mardi sur la détérioration de la situation sanitaire dans la bande de Gaza après 2 ans de génocide sioniste, soulignant qu'au moins 15 600 patients avaient besoin d'une évacuation médicale urgente pour recevoir un traitement en dehors de l'enclave palestinienne. L'OMS a aussi souligné la nécessité de rouvrir les couloirs médicaux hors de la bande de Gaza pour garantir l'accès des patients aux centres de traitement spécialisés et aux soins médicaux d'urgence. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a souligné qu'il était temps de permettre un accès humanitaire à grande échelle à la bande de Gaza, notamment par l'intermédiaire de l'UNRWA, et ce après 2 ans de guerre génocidaire de l'entité sioniste. Hier, l'UNRWA avait lancé un énième appel à l'entité sioniste pour qu'elle laisse l'agence onusienne faire son travail dans la bande de Gaza en lui permettant d'acheminer l'aide humanitaire à l'enclave palestinienne. Et à leur tour, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, et le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, ont réclamé ce mardi l'ouverture de tous les points de passage de la bande de Gaza pour permettre l'acheminement davantage d'aide humanitaire suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi. Maintenant, quand il s'agit d'aide, la réponse est non. Pas encore. Le changement n'a pas encore eu lieu. Nous voyons encore, vous savez, seulement quelques camions arriver et de grandes foules s'approcher de ces camions d'une manière qui n'est absolument pas conforme aux normes humanitaires. Les chiffres parlent donc de la nécessité de 600 camions par jour pendant 6 semaines pour atténuer certains des premiers besoins. Je pense que nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes clairement pas encore là. Nous avons besoin d'une patience déterminée, une patience déterminée. Nous sommes tellement déterminés à faire ce que nous avons entrepris et comme je l'ai dit auparavant, nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas fait. Mais nous avons besoin de cette patience parce que quand, comment, où, combien, qui va compter et ainsi de suite. Ce n'est pas entre nos mains pour le moment. Ce n'est pas sous notre contrôle pour le moment. Nous avons 190 000 tonnes métriques dans la région, prêtes à être utilisées et acheminées. Une mise à jour par rapport aux 170 000 dont nous avons parlé récemment. C'est donc maintenant 190 000 tonnes qui sont en cours de construction, rien que dans la région, entre la Jordanie, la Cisjordanie, l'Égypte et même Chypre. De nombreux pays seraient prêts à contribuer aux 70 milliards de dollars nécessaires à la reconstruction de la bande de Gaza. Selon les estimations de l'ONU, les décombres résultant des 2 ans de bombardement de l'entité sioniste équivalent à 13 fois les pyramides de Gizeh. Amal Amzian Zitouni. 2 ans de génocide sioniste sur la bande de Gaza ont plongé les Gazaouis dans une crise humanitaire des plus tragiques au monde.
Le nombre de martyrs a dépassé les 67 800 et celui des blessés a frôlé les 170 000. À côté de la famine, la soif, les déplacements forcés, les maladies, l'effondrement de structures de base, environ 83% des bâtiments de la ville de Raza ont été endommagés et au moins 55 millions de tonnes de décombres jonchent Raza, selon un responsable de l'ONU. L'évaluation rapide des dommages et des besoins, réalisée conjointement par l'ONU, l'Union européenne et la Banque mondiale, estime qu'environ 70 milliards de dollars seront nécessaires à la reconstruction de Gaza. Cela signifie qu'au cours des 3 prochaines années, environ 20 milliards de dollars seront également nécessaires. Plusieurs pays ont déjà montré leur volonté de compléter leur financement actuel pour la reconstruction de Gaza, mais aussi de s'attaquer aux défis plus vastes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous avons reçu des nouvelles très positives de la part de plusieurs de nos partenaires, notamment européens et le Canada. L'Allemagne a également annoncé des financements. Comme je l'ai mentionné hier, des discussions ont également eu lieu avec les États-Unis concernant leur intérêt à soutenir les efforts de reconstruction rapide et les efforts humanitaires. Environ 70 milliards de dollars seraient nécessaires pour la reconstruction de Raza selon les estimations de l'ONU. Plusieurs pays européens et arabes, le Canada et les États-Unis pourraient participer à la reconstruction de l'enclave. Les décombres estimés pour l'ensemble de Gaza sont de l'ordre de 55 millions de tonnes. Autrement dit, outre l'exemple de Central Park que j'ai mentionné, cela équivaut à 13 pyramides de Gizeh. Voilà l'ampleur du défi à relever. Évidemment, une grande partie de ces dégâts se trouve actuellement dans la ville de Gaza. Les destructions sont incroyables. Cela donne une idée de l'ampleur et du défi à relever. Des chiffres vertigineux qui démontrent l'ampleur tragique des dégâts causés par le génocide sioniste. La reconstruction peut prendre plusieurs années, mais au-delà du temps et de l'argent, se pose une question plus profonde. Qui reconstruira Raza et comment la population survivra-t-elle pendant ce temps? Les jours à venir nous le diront. Et parmi ces pays contributeurs figure le gouvernement norvégien qui a décidé d'apporter un soutien supplémentaire de 4 millions de dollars à la Palestine dans le cadre d'un amendement à l'accord précédemment signé entre les deux parties. Annonce faite lors d'une réunion entre le ministre palestinien des Finances, Omar Bitar, et le représentant du ministère norvégien des Affaires étrangères, Eric Perkav, au siège du ministère palestinien des Affaires étrangères à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Dans l'actualité également et sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé ce soir à Kampala, la capitale ougandaise, pour prendre part aux travaux de la 19e réunion ministérielle du mouvement des non-alignés. Cette réunion prévue à partir de demain se tient sous le thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée » sera consacré à l'examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions du sommet du mouvement des non-alignés tenu à Kampala en janvier 2024, ainsi qu'à la discussion l'examen des moyens à même de permettre au mouvement de jouer un rôle plus influent face aux défis croissants auxquels le monde est confronté en accord avec les priorités et les intérêts des pays du Sud. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a appelé au nom du groupe A3+, au Conseil de sécurité, au retrait immédiat et complet des mercenaires étrangers en Libye, dans un contexte marqué par une montée inquiétante des affrontements armés dans certaines régions. Intervenant lors d'une séance d'information du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation en Libye, Benjama a souligné que la solution politique restait conditionnée par la fin des ingérences étrangères croissantes, lesquelles ont entravé le processus de paix et de stabilité dans le pays. La solution politique en Libye reste hors de portée face à l'ingérence extérieure croissante. Cette situation est aggravée par l'afflux massif de combattants, ainsi que pour la contrebande d'armes et de carburant, dans un mépris flagrant
des préoccupations sécuritaires connexes. C'est pourquoi nous appelons au retrait immédiat de toutes les forces, combattants et mercenaires étrangers. Cette situation n'a fait qu'affaiblir davantage la capacité du peuple libyen à résister. Un peuple qui, s'il avait été libre de décider de son destin, aurait depuis longtemps instauré la paix et la stabilité. Pour autant, cette réalité ne dégage pas la communauté internationale de sa responsabilité historique envers la Libye et son peuple. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a par ailleurs fait part des attentes du groupe A3+, quant au parachèvement des élections, notamment municipales, tout en affirmant la nécessité de la participation de toutes les parties libyennes à la scène politique du pays. Le groupe A3+, espère l'achèvement de la deuxième phase des élections municipales dans 16 communes le 18 octobre, ainsi que le lancement de la troisième phase le 20 octobre. En cours. Nous suivons avec attention l'engagement récent de la mission d'appui des Nations Unies en Libye avec les différentes parties libyennes, tout en réaffirmant la nécessité de garantir que la direction libyenne reste au cœur de toute future feuille de route politique. En parlant de coopération algéro-mozambicaine cette fois, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'énergie et des mines et des énergies renouvelables, Mourada Adjel, est à Maputo où il effectue une visite de travail de 2 jours, une visite au cours de laquelle il doit examiner les dossiers de coopération bilatérale. En parlant d'énergie, avec un climat des affaires propice aux investissements étrangers, l'Algérie est devenue un partenaire stratégique de choix pour de nombreux pays, notamment les pays du Golfe, dont l'engouement pour le secteur énergétique algérien ne fait que croître. La signature de gros contrats entre notamment Sonatrach et plusieurs entreprises du Golfe ne font que consolider la position de l'Algérie en tant que partenaire fiable. Souhila Akilal. Un engagement sans précédent des grandes entreprises du Golfe pour le champ énergétique algérien, encouragé par un climat des affaires propices et des réformes législatives. Une dynamique qui consolide la position de l'Algérie en tant que partenaire stratégique et destination sûre et rentable pour les capitaux. Dans le sud du pays, plus précisément dans la wilaya d'Ilizi, Qatar Energy a réalisé une entrée historique sur le marché algérien après avoir remporté une licence d'exploitation en partenariat avec Total Energy dans le cadre du premier appel d'offres international depuis plus d'une décennie, en formalisant un engagement d'investissement de 114 millions de dollars. L'Algérie, qui a réorganisé sa stratégie énergétique pour s'adapter aux transformations mondiales, a également signé l'un des plus gros contrats d'investissement de ces dernières années entre le groupe Sonatrach et la société saoudienne Medad Energy Company, Afrique du Nord. Un accord de production conjoint d'une valeur de 5,4 milliards de dollars sur un contrat de 30 ans qui incarne un engagement d'investissement à long terme et une confiance croissante dans la capacité de l'Algérie à assurer la stabilité et les rendements. D'un point de vue technique avancé, le Sultanat d'Oman a choisi d'entrer par la passerelle des services puisqu'il a créé la société Abraj Energy Service pour une coopération stratégique avec Sonatrach visant à établir une société commune spécialisée dans les services intégrés de champs pétroliers qui améliore l'efficacité opérationnelle et ouvre la voie au transfert de technologies. L'afflux d'investissements de pays du Golfe sur le marché algérien est une indication claire de l'efficacité de la stratégie du pays, visant à diversifier ses partenaires et consolider sa position de destination énergétique attractive avec un retour sur un investissement prometteur et un climat des affaires stimulant. Je vous disais en titre, à Madagascar, l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, a voté la destitution du président Andry Rajoelina. Ainsi, 130 des 131 députés présents, sur un total de 151, ont voté pour. Le président avait précédemment annoncé la dissolution de la Chambre basse, mais celle-ci a jugé la décision illégale. Pour rappel, une crise politique intérieure à Madagascar a éclaté le 25 septembre avec des manifestations de jeunes contre les coupures d'électricité et d'eau. Manifestations qui ont mué en revendications exigeant la démission du président. Ce dernier se dit prêt à dialoguer avec l'opposition, mais refuse de quitter son poste.
Au Maroc, le collectif de jeunes Gen Z 212 qui réclame depuis fin septembre des réformes dans le secteur de la santé et de l'éducation et dénonce la corruption au Maroc a annoncé l'organisation samedi prochain de sit-in pacifiques dans la majorité des villes du pays. Depuis le 27 septembre, le collectif fort de plus de 210 000 adhérents sur la plateforme Discord a organisé presque chaque soir des rassemblements à travers le pays réunissant des milliers de personnes dénonçant la corruption, la misère sociale et les priorités antisociales du gouvernement à Khanouch. Crise politique en France, cette fois dans un discours face aux députés. Le Premier ministre reconduit, Sébastien Lecornu, a rappelé vouloir ramener le déficit public de la France à moins de 5% en 2026. Il a également annoncé la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Un moment de vérité dans un contexte à haut risque alors que la France insoumise, comme le parti d'extrême droite Rassemblement National, ont déposé des motions de censure avant même sa prise de parole. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. En Belgique, à présent, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé ce mardi à Bruxelles pour contester les coupes budgétaires brutales du gouvernement belge dirigé par le conservateur flamand Bart De Wever. Cette journée d'action nationale à l'appel de l'intersyndicale a eu lieu en pleine négociation budgétaire en Belgique et a provoqué d'importantes perturbations dans le secteur aérien et l'éducation. Et la Grèce connaît à son tour une nouvelle grève générale ce mardi. À l'appel des syndicats, les protestataires s'opposent à une réforme controversée permettant, dans certains cas, des journées de travail pouvant atteindre 13 heures. La présidence russe a salué ce mardi la volonté du président américain Donald Trump de se pencher sur la recherche d'un règlement pacifique du conflit en Ukraine, et ce, après l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza. Nous saluons certainement de telles intentions et nous nous félicitons de la confirmation de la volonté politique de faire tout ce qui est possible pour promouvoir la recherche de solutions pacifiques du conflit en Ukraine. Nous connaissons déjà bien M. Steve Witkoff, il est efficace. Il a prouvé son efficacité au Moyen-Orient et nous espérons que ses talents continueront de contribuer au travail déjà en cours en Ukraine. Par ailleurs, la Russie s'est dite ouverte au dialogue et espérait que les États-Unis incitent l'Ukraine à s'engager davantage pour la paix. Et on passe tout de suite au sport, football, aujourd'hui, plutôt en ce moment même, et qui est déjà qualifié d'ailleurs, l'Algérie affronte l'Ouganda à Tizi Ouzou. L'Algérie qualifiée pour le Mondial 2026 et dispute ainsi son dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde face à l'Ouganda dans le cadre de la 10e et dernière journée, avec l'objectif de terminer le parcours en beauté. Et nous avons depuis le stade de Tizi Ouzou notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir. Faisal, vous m'entendez? Alors Faisal, comment se déroule ce match? Le score tout d'abord. Écoute, on est mené au score, 1-0, c'est le bon test au bon moment.
cette dernière journée des éliminatoires. L'Algérie est qualifiée, donc Vladimir Petkovic, le sélectionneur national, a préféré de faire jouer la jeunesse. Et Maza, le cas de Maza qui est en train de, on va dire, nous éblouir parce qu'il est en train de faire une prestation XXL. Ce jeune joueur qui joue à Leverkusen, son contrôle orienté, sa qualité technique, pour le moment, il fait le bonheur des supporters. Et quel stade, quel supporter, tout est magnifique à Tizi Ouzou, tout est magnifique ici au stade Hossein Ait Ahmed. Le football respire, c'est la beauté du football aujourd'hui. On sait très bien que l'Algérie est qualifiée, on sait très bien que ce match est beaucoup plus un test pour la sélection nationale. Et on laisse les joueurs jouer, on est tous derrière les verts. Et les chants, ça fait vibrer, j'ai des frissons en ce moment même parce que l'Algérie est en train de pousser pour revenir au score ici au stade Hossein Ait Ahmed. On est leader de ce groupe, on est qualifié au mondial. Aujourd'hui on est venu pas juste pour gagner, pas pour jouer ce match, mais pour célébrer cette qualification avec nos stars, avec nos légendes, nos joueurs et surtout avec nos jeunes joueurs qui sont l'avenir de cette sélection nationale. Combien de temps il reste, Faisal Salah? Il reste combien de temps? Bah écoute, on joue 60 minutes, et c'est 60 minutes de jeu. Et c'est Mukwala qui a marqué le but pour l'Ouganda à la 6e minute. Et en ce moment, on essaye, on pousse pour revenir au score et surtout pour terminer ces éliminatoires avec une victoire ici au stade Hossein Ait Ahmed à Tizi Ouzou. Très bien, donc l'Algérie est menée 1-0 face à l'Ouganda à Tizi Ouzou. Il reste environ moins de 30 minutes de jeu. Merci Faisal Salah d'avoir été avec nous en direct. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.